Le titre Suivre son destin. Oui, c'est ce titre, le choix de ce titre par vous, je suppose, ou si ça a été proposé par l'éditeur, parce que ça se fait aussi. Mais je veux dire, Oui. l'accepter de le garder, voilà. À quoi nous Mhm. renvoie le titre? Bon, d'abord, Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Hmm. le titre reflète l'image tracée, le contenu du roman. Le titre reflète le contenu du roman. Et aussi, quand on parle du destin, voilà, chaque personne a sa manière de penser, voilà, sur le destin. Ouais. Il y a certains qui pensent que le destin, c'est une voie tracée, c'est une voie qu'on trouve déjà tracée, Mhm. voilà, qu'on doit suivre. Hmm. Il y a d'autres aussi qui se disent que le destin, c'est ce que nous voulons. C'est ce que je veux pour mon avenir, donc je vais me mettre à la tâche. Donc, il y a deux groupes de personnes, chacun pense à sa manière. Et l'héroïne, elle appartient au deuxième groupe de personnes qui pensent que le destin, c'est à forger. Il faut faire ce que nous voulons réellement. Il faut faire de sa vie ce qu'on veut réellement. Voilà, donc c'est ce qu'elle, elle a fait. Elle s'est dit, bon, j'ai des rêves à réaliser, donc je dois les réaliser. Mon destin, c'est comme ça. Personne ne peut le tracer pour moi. Je dois le suivre moi-même. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est pour ce qui concerne l'héroïne. Oui. Et c'est lui qui a créé l'héroïne, Mhm. inventé l'héroïne, c'est vous. Oui. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi que s'agissant du destin? Alors, je détache le roman Mhm, mhm. de vous, l'auteur. Je veux dire, c'était une volonté de véhiculer un message pour dire non, on peut prendre son destin en main, comme Oui. certains peuvent le dire. Est-ce que c'est une volonté d'aller vers ceci? Oui. En fait, quand je suis les religieux, je me dis le destin, c'est Dieu qui trace. Hmm. Voilà, c'est lui qui sait Donc ce qu'il on peut veut. se coucher à la maison, C'est dormir, c'est- c'est- c'est lui qui sait puisque ce le qu'il destin est veut. déjà fait. Voilà, mais il y a certains même qui disent que partout où tu es, si tu dois avoir quelque chose, tu l'auras même Oui. couché, Hmm. que le bonheur viendra te taper, te réveiller pour te dire tiens. Donc il y a ce Hmm. groupe de personnes qui Hmm. pensent ainsi. Hmm. Et si je rejoins les scientifiques, je me dis le destin, il faut le prendre en main. Son destin, en tout cas, il faut le prendre en On le main. construit. Ouais, il faut le Parce que quand on fait construire. des études, on dit par exemple au lycée, je choisis de faire, je vais être médecin. Mhm. Si tu as envie que tu veux être que ton destin Oui. soit Mhm. une carrière de médecin, Oui. à l'université, tu ne vas pas aller t'inscrire pour faire des cours d'agronomie, quoi, tu vois. Effectivement. Pour dire que... Donc, il y a quand même... Enfin, allons-y jusqu'au bout. Je Bon, dis, le il y a quand destin, même parfois, c'est une... comme un mystère. Hein? Hmm. Parce qu'on se dit, on se bat, on fait tout, mais finalement, on se retrouve là où on devait être. Oui. Ça arrive. Hein? Hmm. Donc, parfois, c'est comme un mystère. Ah oui. C'est un peu Donc, compliqué. vous n'avez pas forcément de position entre les deux, Oui, oui, c'est un religion peu. Et les et... scientifiques, c'est un peu D'accord, oui. compliqué. En fait, ouais. Allez, donc, plus important, c'est de lire cet ouvrage, Suivre son destin. Donc, un roman écrit par Aïssata Doumbouya, hein, qui est avec nous sur le plateau. Là, j'étais en train de vous poser la question de savoir, et j'aimerais bien revenir encore là-dessus, Mhm. l'expérience que vous avez tirée dans cette première démarche d'écriture de roman. Euh, Vous avez parlé des difficultés que vous avez rencontrées dans la rédaction, le fait qu'il n'y a pas eu forcément de gens autour de vous dès le départ. Et, et ça suscite quand même de l'interrogation à mon niveau. Mhm. Vous n'aviez pas écrit auparavant, en tout cas Mhm. avant ça, parce que bon, il y a beaucoup de questions qui rentrent en ligne de compte hein, dans la rédaction d'un ouvrage. Je veux dire, Mhm. au-delà de l'histoire que vous avez, les questions de syntaxe, d'orthographe, Ouais. je sais pas moi, de temporalité, enfin de la question du genre aussi même, parce que bon, Mhm. la démarche pour écrire un roman obéit à certaines dispositions et tout. Comment vous avez fait? Bon, c'est ce que je vous ai dit. J'ai pas eu quelqu'un à côté. Hmm. C'est quand j'ai fini que mon mentor m'a aidé maintenant pour toiletter, comme il le dit souvent. Voilà, Enlever les coquilles et tout voilà, ça. pour rendre joli le Hmm. texte. Voilà. Hmm. Sinon, au début, j'étais seule, vraiment seule. Parce que même à la maison, en fait, ça a été vraiment une surprise. Même à la maison, personne ne savait. Mon père, ma mère, tout le monde. Les gens me voyaient écrire, mais ils ne savaient pas quoi, qu'est-ce que je suis en Hmm. train de faire. Hmm. En fait, La c'est comme folle, elle si j'ai fait quoi? Elle est toute... travaillé en cachette, quoi. Oui, oui. Ah oui, Ouais. d'accord.
Peut-être discrètement, mais pas en cachette, enfin, je sais pas. Bon, ok, discrètement, en tout cas, c'était ça. J'ai écrit. Et un jour, je suis venue présenter mon livre à la famille. Donc, c'est comme ça. Ah ouais, Ouais. quand en manuscrit ou quand il est sorti? Le livre, ouais. C'est quand il est sorti. C'est quand il est sorti. Et puis dis donc, quelle a été la réaction des parents? C'est fou ça, attends, mais... Ah ouais? Ouais, ça a été vraiment une grande surprise. Ouais. Ils étaient très, très contents Mm. et très fiers de moi. Ouais. Mm. Je suis venue un jour, ils étaient au salon. Je les ai présentés. C'est quoi votre parcours scolaire et universitaire? J'ai envie de savoir, parce que bon, après, je vais vous dire pourquoi je pose cette question. C'est quoi votre parcours scolaire et universitaire? Vous êtes né où? Et vous avez fait votre formation élémentaire à l'école où? Et jusqu'à l'écriture de ce truc. Parlez-nous de ce parcours-là. On va partager ça avec les téléspectateurs. Ok. Je suis née à Yimbaya. Voilà, à Yimbaya. Ça, c'est à Conakry. À Conakry, oui, bien sûr, à Conakry, Mm-hmm. oui, dans la commune de Matoto. Mm-hmm. J'ai fait mon école primaire entre Yimbaya et Sangoya, à la Demba Camara. Et après, le collège Mohamed Baldé et Abdourahmane Sidibé. Et j'ai fait le bac au lycée des Octobres. J'étais en sciences mathématiques. Voilà, j'ai été orientée à Farana, de là-bas. Oui, je ne savais pas ça. Enfin, vous avez fait les maths Oui. au lycée. Ok. Oui, j'ai fait les maths au lycée. J'ai été orientée à Farana où j'ai fait une année. Après, j'ai terminé à Kindia, voilà, économie. J'ai fait... j'ai été orientée à Farana où j'ai fait une année. Après, j'ai terminé à Kindia, à l'administration des affaires. J'ai eu la licence là-bas. C'est ce qui est marqué au dos de votre ouvrage. Oui. Et justement, et puis bon, la préface de Souvouri le rappelle. Hein. Oui. Alors, vous-même qui avez fabriqué ce récit, cette histoire, qui avait écrit cette histoire, quels sont les passages qui vous ont vraiment marqué dans l'histoire? Les passages qui m'ont vraiment marqué, bon, je prends pêle-mêle. Ah oui. Je prends le passage où elle va se rendre compte, à la veille de leur mariage, que son fiancé a déjà enceinté une autre fille. Oui. Voilà, ça a été un moment très douloureux pour elle, pour l'héroïne. Elle va même pleurer finalement, sinon c'est une fille qui se bat beaucoup. Elle est très brave, mais finalement, elle est forte, mais finalement, elle va pleurer parce que ça fait très mal. Imaginez un peu. Une relation qu'on se fait tromper. Oui, et puis à la veille de son mariage, hein, à quelques jours du mariage, et on vient vous annoncer que votre fiancé a enceinté une autre fille. Donc le mariage est annulé. Ça c'est vraiment un choc, voilà. Ça fait très mal. Ouais. Elle avait le cœur brisé. Voilà, un rêve détruit, c'était ça. Voilà. Donc ça, la partie là m'a touchée. Et le passage aussi de son ami, c'était son témoignage, voilà, les témoignages de Kadé. Ce qu'elle a vécu au village, d'abord son excision et son mariage forcé, tout le calvaire qu'elle a vraiment enduré au village, dans son foyer aussi. Elle va essayer de raconter tout ça à l'héroïne. Et la partie là aussi est vraiment triste. Ça me touche beaucoup. Ouais. Trouvez-nous encore deux autres parties. Ok, et il y a aussi ces petits moments avec son petit frère, voilà, qui font rire un peu. Voilà. Ce sont les parties que j'aime bien. Il y a aussi le retour de son père, voilà. Quand elle va se réveiller à l'hôpital, elle va voir son père à côté de son lit de malade. Voilà, la partie là aussi, j'aime bien, voilà. Oui. C'est ça. Vous voulez peut-être, moi, me poser la question de savoir les parties qui m'ont marqué? Oui, j'aimerais bien le savoir. Bon, allez, sincèrement, moi, c'est au tout début. Oui. Au tout début. Et comme je suis très attaché à la culture, au terroir, à l'authenticité de notre culture, à la base,
même si quelquefois elle peut avoir des tares et tout, mais ça c'est comme pour toutes les cultures. Je suis très, très, très sensible à tout ce qui se passe au village. C'est-à-dire qu'au tout début, déjà, quand le père de Laurine va faire venir sa mère, la mère de Laurine, à Toucan. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions là. C'est des moments le voyage est synonyme de séparation, même si c'est temporaire. Et la séparation provoque des angoisses, un sentiment de mélancolie. Et ça, dans votre ouvrage, ça m'a porté ça. Moi, je suis très sensible. C'est pour ça que tout ce qui est lié à l'amour me fait vibrer. Et quand deux personnes s'aiment et que ces personnes-là doivent se séparer, même si c'est pour 1 heure du temps, dès lors que l'amour-là est sincère, même la séparation pour 30 minutes vous fait trembler. Il y a quelque chose, quoi. Moi, ces moments-là, bon, je crois que j'ai dû lire et revenir, parce que c'est amusant, c'est ordinaire. Moi, ce n'est pas les choses extraordinaires qui me touchent, c'est ordinaire. Le petit train-train au village, là, et puis, comme on dit chez nous, à Dafo Média, les vrais gens. Les vrais gens, leurs préoccupations, les petits trains-trains quotidiens, là, moi, c'est ça qui me parle. Tu vois, c'est pas forcément le fait d'aller à Paris pour voir la Tour Eiffel qui va me frapper et qui va, voilà, c'est magnifique quand on voit, c'est merveilleux, tous ces endroits-là. Mais le fait de savoir porter, de porter le regard sur nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ce passage-là, je l'ai vécu, le premier passage la première partie de votre ouvrage, j'ai vécu ça comme si c'est un miroir qui me permet de, tu vois, quand vous vous mirez comme ça, vous regardez, vous voyez projeté là dans le miroir. Et c'est la première partie, c'est un peu comme ça. Parce que on a d'ailleurs, c'est un auteur qui l'a dit ici sur ce plateau, on ne sait plus nous regarder. C'est-à-dire que vous sortez dans la rue, vous voyez les gens passer, mais vous ne comprenez rien, vous ne sentez pas les choses. Et je pense qu'au village, on sent encore des choses. Il faut qu'on apprenne à regarder ça. Et dans votre ouvrage, j'ai eu le sentiment, enfin, j'ai ressenti le village, j'ai ressenti ces rapports sincères. Qui commence à perdre. J'ai ressenti l'amour et puis l'attachement et puis un petit détail, moi c'est souvent surtout sur les détails. Vous avez dans votre ouvrage, il y a un passage par exemple sur la question de la mode. Oui. Et c'est vrai que vous confrontez la modernité à la tradition et puis de façon gentille, parce que souvent la confrontation peut être violente. Ce n'est pas le cas dans votre ouvrage. Elles cohabitent et puis il y a même, vous faites négocier, enfin, vous installez une négociation entre la modernité et la tradition. Et pour illustrer ça, voilà, le métissage. Voilà, le métissage. Vous avez appelé ça métissage. Moi, j'ai appelé ça négociation. En fait, la tradition négocie, à travers votre plume, la tradition négocie avec la modernité, là. C'est-à-dire que, un exemple illustratif de cette négociation, c'est la maman de Léorine. Un exemple illustratif de cette négociation entre la tradition et la modernité dans votre ouvrage. Je vais vous donner un exemple, vous me direz ce que vous en pensez, mais je veux dire, la maman de Léorine trouve pas, elle n'est pas habituée, elle est amenée à s'habiller comme à la ville, porter des jupes courtes, et elle qui dit à un moment donné, oui mais est-ce que je suis obligée de porter les jupes courtes là, à la limite, voilà, au village, voilà, on couvre, c'est plus pudique au village, on couvre le corps, c'est pas intégriste mais bon, voilà, c'est pas décent. Pour ceux du village de porter des jupes au-dessus du genou. Et elle, au début, elle a un problème. Et quand je parle de négociation, c'est là. Et il y a l'autre qui lui dit, oui, mais bon, vous savez, c'est la mode. Oui, mais cette mode-là... Bon, il y a vraiment des dialogues là qui nous mettent en face de
de certaines réalités. Enfin, c'est des contradictions dans notre vie au quotidien auxquelles on est confronté. Enfin, tous les jours. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai parlé de négociation. Ok, oui, oui. C'est vrai. Et la maman, elle pense que non, une femme ne doit pas s'habiller comme les Européennes, voilà. Ouais. Il faut avoir des habits qui descendent vraiment, voilà, avec une longueur. Donc, elle voulait pas s'habiller comme ça au début, mais comme tout le monde est comme ça dans la ville, elle est obligée de rejoindre le groupe, de faire comme les autres, voilà, malgré elle. Bien, allez, tout le monde est comme ça, tout le monde s'habille, les filles hein, en jupe courte. Est-ce que faut-il, alors que tout le monde, enfin, est-ce qu'on est donc obligé de s'habiller comme ça? C'est quand même une vraie question que vous posez dans ce passage-là. Parce qu'effectivement, quand on dit c'est la mode, bah oui, ça veut dire, faut fermer les yeux là-dessus, faut laisser passer. De toutes les façons, un mal, comme on dit, un mal commun n'est pas un mal parce que tout le monde est impliqué. Monde fait, voilà. Et vous, subtilement, vous dites oui, même si tout le monde fait quand même, voilà. Et c'est ça qui, à mon avis, est intéressant. Voilà, j'y arrive. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis dans cet entretien sympathique qu'on a eu avec l'auteur de cet ouvrage, Suivre son destin. Donc l'auteur qui n'est autre que Aïssata, qui est donc Aïssata Doumbouya, hein, donc qui a écrit cet ouvrage on a échangé et autour de son ouvrage. Mais vraiment, la rédaction, toute la rédaction, hein, la rédaction de l'émission Parenthèse voudrait vraiment recommander ça à tous nos lecteurs. On en profite pour faire un petit coucou à vos parents aussi, qui ont été surpris de voir que vous avez écrit cet ouvrage. Hein, et puis, voilà, l'entretien va s'arrêter là, mais l'émission n'est pas finie. Hein. À présent, nous allons passer à la rubrique qui s'appelle Marque-Page. Marque-Page. Nous sommes à la page 72 donc de l'ouvrage Suivre son destin de Aïssata Doumbouya. Arrivé à la maison, je me dirigeais directement dans la case pour dormir et avant que le sommeil ne me domine, je me demandais, est-ce vrai? Est-ce une réalité? Suis-je vraiment en train de rêver? Et effectivement, c'était la réalité. Je n'étais pas du tout enceinte, ni violée non plus. À mon réveil, tout était déjà préparé. L'eau chaude, le petit déjeuner et un autre, entre guillemets, vous avez mis serpent rituel que grand-père aussi avait apporté. Sans tarder, nous fîmes encore l'expérience. J'étais avec une femme enceinte qui connaissait déjà le sexe de son bébé. Je faisais des minutes auprès de l'animal mort qui ne faisait aucun mouvement, dites-vous. Mais aussitôt que la femme enceinte avec qui je faisais le test s'approchait de l'animal mort, il se remuait 2 fois pour dire que l'enfant de cette femme sera un garçon. Alors, tout était clair. Tout était enfin très clair. Je n'étais pas du tout enceinte. C'était une erreur et un grand miracle. Cette nouvelle fut un grand soulagement pour mes grands-parents. Le soir, j'étais assise avec Nadoussou quand nous aperçûmes Nafoudia au loin, accompagné d'un jeune toubab se dirigeant vers nous. Quelques pas de plus, je me rendis compte que c'était réellement Marc, l'homme de ma vie. Mais que pouvait-il faire ici? Me demandai-je, oubliant que nous étions faits l'un pour l'autre. Je parlais d'amour et là, eh bien, c'est un symbole d'amour. On va passer à la page suivante. Marque-page, page 11. Page 11, chapitre 1, une enfance africaine. Je viens de loin, très loin. Je viens de Tunkan, ma ville natale, où je suis né et ai grandi. Fabara est mon village, celui de mes parents et de mes ancêtres aussi. C'est un petit village loin de tous les bruits de Tunkan. Un petit coin paisible et merveilleux pendant toutes les saisons, où vivaient les habitants solidaires, traditionnels et surtout très accueillants. Nadoussou, ma grand-mère, s'était consacrée à la vie spirituelle. Elle communiquait quelquefois avec nos ancêtres et était le messager du grand génie du village. Elle
interprétait les choses, les événements, le langage des muets, les bébés et les animaux. Sa fille Binti, qui fut ma mère, était la jeune fille exemplaire à Fabara, qui se levait tôt et se couchait tard. Elle s'occupait de tout dans la maison. Elle fut épousée par Madou, le fils de sa voisine Mfa Foudia, qui vivait à Tunkan. Comme de coutume, ce jeune homme l'avait fiancée dès sa naissance. On en a parlé. Quelque temps après, il venait au village et passait son temps à taquiner ma mère, qui n'aimait pas les garçons, le refoulait aussitôt. Mais ce jeune homme, qui fut finalement mon père, avait su dompter le cœur de ma mère. Magnifique. Là, pour ce deuxième passage, on va s'arrêter. C'est magnifique parce que c'est extraordinaire. La narratrice de votre roman, enfin voilà, la narratrice, celle que vous faites narratrice, parle de l'histoire même de sa naissance. Ça, c'est extraordinaire. Hein? On va passer au troisième et dernier extrait dans le cadre de ce marque-page consacré à cet ouvrage. Suivre son destin. Page 111. C'est à cet instant que mon père m'appela en vue de les rejoindre au salon. À peine sorti, tous les regards se braquèrent sur moi. Marc, ses parents et les miens. Mon père me tint la main et m'indiqua une place libre auprès de lui pour mieux écouter ce qu'il avait à dire. Ma mère, ne pouvant pas contrôler ses émotions, se mit à pleurer. Tanti, sa fille, lui emboîta le pas. Quant à Marc, sans attendre la fin de la réunion, il s'agenouilla devant moi pour me demander pardon et en même temps redemander ma main devant toute la famille. À cet instant, je levai les yeux vers le plafond, confiante que Dieu existe et que je ne suivais que mon destin. À mon tour, une larme apparut au creux de mon œil droit et ainsi suivirent les autres. Les larmes tombèrent sur mes joues. Enfin, j'avais pleuré devant tout le monde avec des larmes qui pouvaient même remplir un seau d'eau et c'était loin d'être des larmes de crocodile. Ces gouttes de larmes prouvaient exactement que je portais un masque durant tout ce temps, que je ressentais une douleur qui me rongeait à l'intérieur. Cette terrible douleur que seule ma mère pouvait ressentir. Et comme me l'avait dit grand-mère, la vie m'avait enfin souri. Oui, elle était enfin en train de me sourire. Fin de citation. Donc là, c'était le troisième et dernier extrait de cet ouvrage au compte de notre marque-page consacré à l'ouvrage de Aïssata Doumbouya, Suivre son destin. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique de ce numéro, parenthèse, question des téléspectateurs. Mademoiselle Aïssata Doumbouya, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question pour vous et elle est formulée comme ceci. Quel est le sentiment qui vous anime maintenant que votre ouvrage est en librairie dans les rayons? C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très contente, oui, puisque c'est un rêve réalisé. Donc, je suis vraiment contente et j'espère avoir beaucoup de lecteurs. Bonjour, Mademoiselle Doumbouya. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. Que représente l'amour et la fidélité pour vous? Puisque dans votre ouvrage, vous parlez d'amour, vous parlez de fidélité aussi. L'amour, selon moi, c'est ce qu'on a de sincère, c'est ce qu'on a de précieux. Et quand il est sincère, oui, quand l'amour est sincère, c'est vraiment précieux, c'est ce qu'on a de précieux. Et surtout moi, en tout cas, l'amour de mes parents, de ma famille, c'est ce que j'ai de plus précieux. Ouais. Mademoiselle Doumbouya, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. Dites-moi, si on vous demande de résumer votre ouvrage en 2 phrases, que diriez-vous? Je dirais que le livre raconte l'histoire d'une jeune fille cultivée qui a des connaissances traditionnelles et modernes. Une fille qui s'est battue pour ce qu'elle veut et qui ne s'est pas fiée aux exigences de la société. Mademoiselle Aïssata Doumbouya, merci. Merci à vous aussi.
Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, on a été très très contents, enfin personnellement, j'étais très très content d'avoir fait la causette avec Aïssata Doumbouya autour de son ouvrage, hein, et puis de savoir aussi que vous avez été, comme d'habitude, nombreux à nous suivre. Je vous dis merci et à la prochaine pour un autre numéro, évidemment avec un autre auteur. Au revoir.